Bienvenue à ce webinaire qui est organisé par la Belle Vie autour de la transition écologique et de la façon de la mettre en place dans les lieux d'accueil du jeune enfant. Et surtout, nous allons voir aujourd'hui comment tous les projets éco-responsables que vous portez peuvent être accompagnés financièrement, mais pas seulement, en ingénierie aussi, par les caisses d'allocation familiale, les CAF, et comment ils peuvent être encore mieux accompagnés qu'avant grâce à cette nouvelle COG, Convention d'objectifs et de gestion 2023-2027, nouvelle, enfin plus si nouvelle, puisque ça va bientôt faire un an qu'elle a été signée en juillet 2023. Avec nous pour évoquer tous ces sujets et vous donner et envie et les moyens de passer à l'action, nous avons Claire Groslo, que je ne vois pas, mais bon, qui est là, qui est la fondatrice présidente de la Belle Vie, et qui, comme elle est modeste, je vais le dire à sa place, a beaucoup œuvré auprès de la CNAF pour que cette nouvelle coche prenne vraiment en compte la transition écologique, comme nous allons le voir. Julie Azémar, que je ne vois pas non plus, responsable territoriale Nord chez La Belle Vie, elle décryptera pour vous les avancées de la COG 2023-2027, donc pour soutenir toutes les initiatives développement durable dans les lieux d'accueil, les nouvelles mesures, les nouveaux barèmes, puisqu'ils viennent d'être diffusés, bref, les nouveaux leviers à travers diverses sources de financement, comme le plan d'investissement pour l'accueil du jeune enfant, le PIAGE, le fonds de modernisation, le FME ou encore le fonds public et territoire. Puis nous rentrerons, je dirais, très concrètement dans le vif du sujet, puisque nous donnerons la parole à trois CAF pour mieux comprendre comment ces soutiens de la CAF s'incarnent sur le terrain, sur quel type de projet et selon quel process. Donc, nous accueillerons pour cela Julien Orlandini, qui est directeur de la CAF du Var, Mathilde Salard, qui est responsable du pôle stratégie partenariale de la CAF des Yvelines, et Blandine Rémy, chargée de conseil et de développement territorial à la CAF de Charente. Alors, on entend des gens parler. Voici un programme chargé que nous bouclerons en 1 heure et demie. Alors voilà, quelques précisions. Durant ce webinaire, je vous demande à tous de couper vos micros et vos caméras. Si vous avez des questions, vous les posez via le chat. Florence, qui est à côté de moi, les recueillera et nous pourrons ainsi interroger nos intervenants. Enfin, ceux qui le souhaitent pourront, à l'issue de ce webinaire, recevoir des éléments écrits liés à ce que nous vous aurons dit. Claire Grelot, Claire, Je suis je, là. tu es là? Si je parle, je vais apparaître à l'écran. C'est pour ça que, enfin, je crois que ça fonctionne comme Ah ça. d'accord, bon, je pensais te voir. Bon, bon. En tout cas, Claire, Ah, on n'entend plus Catherine. vous Voilà, m'entendez? ça Voilà. y est. Pourquoi est-ce si important, Claire Rouleau, que la transition écologique soit au cœur de cette nouvelle cause? Vous qui êtes présidente fondatrice de La Belle Vie, vous attendiez cela, ce geste depuis longtemps. Vous nous expliquez? Oui, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Catherine, de nous faire le plaisir d'animer ce webinaire. Merci aussi à tous les participants, toutes les personnes qui vont venir témoigner et expliquer comment on va dans le bon sens. Donc, je remercie à toutes les personnes des CAF qui sont là. Merci Julie aussi de porter ce rôle chez nous. Euh, oui, on attendait depuis longtemps et c'est pas fini. La route n'est pas, on n'a pas atteint le bout de la route. Alors, je vais juste redire très rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas complètement La Belle Vie. La Belle Vie est une organisation qui œuvre pour la transition écologique et sociale et qui a choisi d'accompagner les lieux de vie comme levier de transformation de notre société, les lieux de vie pour les aider à opérer cette transition. Le premier lieu de vie que nous avons accompagné, ce sont les crèches, premier lieu de vie collective, emblématique de notre société et de la société française. Euh, Sous les feux de la rampe depuis longtemps et encore plus depuis quelques temps, la Belle Vie a développé une méthode qualité globale qui accompagne à l'amélioration de l'environnement, mais aussi du bien-être des enfants et du bien-être des professionnels. Et aujourd'hui, on voit bien comment cette qualité globale peut résonner. Donc, notre mission, c'est d'accompagner les gestionnaires et les professionnels, mais aussi, on a pour objectif de toucher tout le système, tout l'écosystème petite enfance. Et c'est pour ça que depuis des années, nous œuvrons auprès des institutions
En son temps, nous avions travaillé avec Sylviane Giampino et je vous rappelle, parce qu'elle m'a fait un plaisir incroyable à dire que elle nous devait l'axe 6 de la Charte nationale de l'accueil du jeune enfant, ce contact avec la nature qui nous est cher. Et depuis des années aussi, on travaille avec des CAF. Je reconnais certaines têtes là aujourd'hui. Et puis la CNAF pour faire en sorte que cette transition écologique et sociale, elle infuse dans tout le monde de la petite enfance. Et ça ne pourra être que si les modes de fonctionnement, de soutien vont progressivement de plus en plus exigeants sur la qualité de l'accueil et sur la qualité environnementale. Donc, oui, on est très heureux de ce que la COGE permet de mettre en place maintenant et pour quelques années, mais nous travaillons déjà à la suite pour que la prochaine coche soit encore plus ambitieuse. Donc, je ne dévoile pas le contenu de cette coche puisque ça va être très habilement et de façon précise faite par nos invités. Mais oui, on est déjà assez satisfait et on a encore pas mal d'idées à transmettre pour que cette transition écologique soit encore plus puissante dans le monde de la petite enfance. Merci Claire. Donc on compte sur vous pour la prochaine COG, effectivement. Mais là, nous allons rester sur celle de 2003-2024. Donc Julie Azémar, c'est à vous pour un décryptage précis de tout ce que les CAF peuvent apporter aux porteurs de projets ou aux directions de AJE, gestionnaires, EAJE ou autres, pour opérer leur transition écologique. Merci Catherine et bonjour à tous et toutes et bienvenue dans ce webinaire. En effet, nous vous proposons un décryptage de ce que nous avons compris de cette nouvelle convention d'objectifs et de gestion 2023-2027 en lien avec la transition écologique et notamment les nouveautés. Nous l'appellerons parfois plus communément la COGE. Les différents éléments que nous allons vous présenter et que vous voyez là apparaître à l'écran sont tous déjà applicables sous différentes conditions. Je précise d'ailleurs que pour l'ensemble des fonds là, que vous voyez à l'écran et que l'on va évoquer pendant ce webinaire, la décision d'une CAF d'octroyer une subvention reste discrétionnaire et nous vous inviterons à vous rapprocher de la CAF de votre département si vous avez une question pour une application locale ou un projet que vous pourriez avoir. Aussi, on est conscient que là, pendant les quelques minutes, je vais vous présenter et vous partager de nombreux chiffres et informations. On vous transmettra la présentation après le webinaire, ce qui vous permettra de pouvoir accéder aux différents chiffres dans les circulaires et les barèmes. Alors, si on commence avec les aides à l'investissement pour les structures petite enfance, je vais vous inviter à passer le slide, s'il vous plaît. Pour le plan d'investissement pour l'accueil du jeune enfant, on est vraiment sur une priorité dans cette nouvelle convention d'objectifs et de gestion de développement de l'offre d'accueil. C'est pour ça que les fonds alloués à ce plan d'investissement pour l'accueil du jeune enfant, que nous nommerons parfois PIAGE et qui existaient déjà avant, sont en forte augmentation. Notamment, les fonds ont plus que doublé. Ils s'élevaient pour la période précédente à environ 610 millions d'euros. Et là, pour cette nouvelle période 2023-2027, il s'élève à environ 1,5 milliard d'euros. Alors, le plan d'investissement d'accueil du jeune enfant, comme vous le voyez à l'écran, concerne des projets de création de places et c'est un dispositif qui est notamment lié à la notion d'investissement. Il va s'adresser à plusieurs types d'établissements, donc les établissements que vous voyez aussi s'afficher à l'écran, à savoir que pour les EAJE, PAGE et les MAM, ils peuvent bénéficier d'aides sous certaines conditions et sont aussi exclus les structures accolées. Sachez aussi qu'un établissement qui ne permet pas l'accueil d'enfants en situation de handicap ne pourra pas bénéficier de ce plan d'investissement pour l'accueil du jeune enfant. Alors maintenant, si on évoque un petit peu les montants, alors je vous propose qu'on commence par les deux établissements qui sont les établissements d'accueil du jeune enfant et les maisons d'assistance maternelle. Pour ces deux typologies d'établissements, il y a 3 degrés de financement dans ce plan d'investissement. Il y a un premier socle de base qui va être lié à votre projet d'investissement. À ce socle va pouvoir s'ajouter une majoration de gros œuvres si le projet contient au moins 30% de gros œuvres. Et puis enfin, pourra éventuellement s'ajouter la majoration développement durable si votre projet bénéficie de la majoration de gros œuvres et s'il obtient
à l'issue des travaux l'un des labels ou certificats fournis par la CNAF. Et donc, Julie, la belle vie en fait partie. Oui, Catherine? Julie, je vous interromps 2 secondes. Qu'est-ce que comporte le gros œuvre exactement? Oui, Euh, et est-ce qu'il y a une circulaire qui dit exactement quels sont les organismes qui sont qui font partie des labellisés, enfin des labels, outre Label Vie. Il y a une liste où on peut trouver ça, j'imagine. oui, tout à fait, merci. Alors, pour l'aspect des gros œuvres, hein, ce qui comprend le gros œuvre, ça va être par exemple des actions de construction, d'extension, de terrassement, de branchement d'eau, aussi de branchement d'électricité, gaz. Ça peut aussi être des éléments liés à la charpente, aux menuiseries extérieures, ou même des éléments liés à l'isolation de la structure, à l'énergie, par exemple des panneaux photovoltaïques. Alors, vous trouverez toute la liste des gros œuvres dans la circulaire liée au plan d'investissement pour l'accueil du jeune enfant, dont vous voyez le lien là dans la présentation et qu'on vous enverra, donc vous y aurez accès. Et puis ensuite, vous trouvez la liste des labels ou des certificats fournis par la CNAF et c'est aussi un des liens qu'on vous fournira dans les sources, donc vous pourrez vraiment avoir accès à tous ces éléments en détail pour voir voilà, si notamment votre projet peut rentrer dans ces éléments. Euh, alors, si je reprends concernant un petit peu ces montants pour les établissements d'accueil du jeune enfant et les maisons d'assistance maternelle, donc si on se concentre sur les EHJE de la prestation de service unique, la majoration gros œuvre, qui est actuellement à 2 000 euros par place dans le barème actuel, va passer jusqu'à 4 000 euros par place pour les dossiers validés après le 1er septembre 2024. Donc, c'est vraiment une nouveauté et une augmentation de cette majoration de développement durable. On voit bien qu'il y a un axe fort qui est mis dans cette nouvelle convention d'objectifs et de gestion sur l'axe écologique. Et la majoration de développement durable, elle, qui est à 2 000 euros, va passer donc à 3 500 euros par place à partir de septembre. Ce qui fait qu'en fait, avec le socle de base compris, l'aide au plan d'investissement pour les structures EHE de prestation de services uniques pourra aller jusqu'à 15 500 euros par place à partir de septembre 2024. En ce qui concerne les EHE PAGE et les MAM, la majoration gros œuvre peut aller jusqu'à 1 000 euros et la majoration de développement durable jusqu'à 700 euros, ce qui fera un total, socle de base compris, pouvant aller jusqu'à 9 100 euros par place pour les EHE PAGE et 6 100 euros par place pour les MAM, le socle de base, lui, étant différent pour ces deux typologies de structures. Que ce soit pour les EHE ou pour les MAM, les subventions de la CAF à l'investissement sont plafonnées à hauteur de 80% des dépenses subventionnables par place. Alors maintenant, si on se concentre sur les relais petite enfance, qui sont les troisièmes types d'établissements, le niveau de financement des relais petite enfance est vraiment rehaussé dans cette nouvelle convention d'objectifs et de gestion et il prend désormais en compte les projets liés au développement durable. C'est vraiment une nouveauté, ça n'existait pas dans la précédente convention d'objectifs et de gestion. Alors maintenant, les relais petite enfance peuvent bénéficier d'une majoration des développements durables qui va s'ajouter au socle de base si le projet contient un minimum 30% de gros œuvres et est labellisé ou certifié au titre du développement durable. Donc, en termes de montant, pour les projets qui seront des projets de création, le plafond pourrait aller jusqu'à 300 000 euros. Et pour les projets d'aménagement ou de transplantation, il pourrait aller jusqu'à 250 000 euros pour toute la structure. Et là, concernant les relais petite enfance, les subventions de la CAF à l'investissement peuvent vraiment couvrir jusqu'à 100% du plafond pour les relais petite enfance. Alors là, on vient de voir le plan d'investissement pour l'accueil du jeune enfant, le PIAGE. Et je vous propose maintenant que l'on voit le deuxième type d'aide à l'investissement pour les structures petite enfance, qui est le fonds de modernisation des établissements. Alors, en complément de la création de nouvelles places pour le PIAGE, le développement d'une offre d'accueil du jeune enfant de qualité est vraiment une priorité de cette nouvelle convention d'objectifs et de gestion. Et donc, ce fonds de modernisation des établissements, que nous nommerons parfois FME, est doté de 242 millions d'euros pour cette nouvelle période, soit presque plus de 100 millions d'euros que la période précédente où il s'élevait à 153 millions d'euros. On voit vraiment une très large augmentation de ce fonds. Il a d'ailleurs un périmètre bien plus large que la précédente convention d'objectifs et de gestion. Alors, il couvre toujours, comme vous le voyez à l'écran, les démarches et les opérations de rénovation et de modernisation. C'est vraiment ce qui va caractériser ce fonds de modernisation. Mais cette fois-ci, il englobe les enjeux d'adaptation liés à la transition écologique.
Les établissements éligibles à la majoration au développement durable liée à ce fonds de modernisation sont les EAGE de la prestation de services unique. Pour les EAGE PAGE, à compter du 1er avril 2024, les CAF doivent attendre de nouvelles consignes nationales qui sont en cours d'instruction. Nous sommes conscients qu'il y a de l'attente des pages pour ces financements, mais nous n'avons pas d'informations complémentaires, donc nous ne pourrons pas aborder ces éléments-là dans ce webinaire. Veuillez aussi noter que les MAM ne sont pas concernés par la majoration de développement durable du Fonds de modernisation des établissements. Et sont aussi exclus, comme pour le PIAGE, les établissements qui ne permettent pas l'accueil d'enfants en situation de handicap. Donc, on l'a dit, pour les établissements d'accueil du jeune enfant de la prestation de service unique, le fonds de modernisation des établissements pourra être mobilisé pour la réalisation d'opérations d'investissement et de rénovation. Alors, en termes de montant, la subvention du socle de base peut aller jusqu'à 4 800 € par place rénovée. Et désormais, dans cette nouvelle convention d'objectifs et de gestion, il y a une majoration de développement durable de 2 000 € par place possible si le projet comporte du gros œuvre. Il n'y a pas de minimum dans le fonds de modernisation des établissements pour le gros œuvre. Et si le projet bénéficie aussi d'un des labels ou certificats mentionnés par la CNAF, dont nous avons parlé tout à l'heure. Ce qui fait qu'au total, il pourrait y avoir, avec le fonds de modernisation, jusqu'à 6 800 € par place rénovée dans la limite des 80% de dépenses. Alors, je ne vois plus la présentation. Je ne sais pas si vous la voyez toujours, mais il y a peut-être un enjeu avec les slides. La majoration développement durable donc, du fonds de modernisation des établissements peut prendre en charge la démarche écolo-crèche qui peut vous permettre notamment de construire un plan d'action contenant notamment d'autres actions qui peuvent être prises en charge aussi par le fonds de modernisation des établissements. Alors, pour vous donner quelques exemples... Voilà, j'allais vous demander de nous donner quelques exemples, ça va vous permettre de reprendre votre souffle. Donc, vous pouvez nous donner des exemples de ce que peut permettre... Oui, tout à fait. Donc, par exemple, si vous voulez, si vous avez un projet en lien avec l'alimentation et que vous souhaitez favoriser une alimentation plus saine sur place, vous pouvez adapter vos contenants alimentaires ou même acheter un four ou la vaisselle. Vous pouvez aussi réaliser des travaux d'aménagement de votre cuisine ou de mise en place de dispositifs de recyclage de déchets alimentaires. Si vous avez un projet en lien avec la nature pour favoriser son accès et les accès aux espaces extérieurs, vous pouvez mettre en place des travaux contribuant à la végétalisation de cours extérieurs, à l'aménagement de l'ombrage naturel. Et je crois qu'il y a une question en lien, notamment avec la plantation d'arbres, l'installation d'une pergola végétalisée. Si vous souhaitez faire évoluer le change et aller vers un change plus éco-responsable, vous pouvez... si vous souhaitez notamment mettre en place des couches lavables, s'il y a des travaux qui sont induits, ça pourrait être pris en charge par le fonds de modernisation des établissements. Et si vous souhaitez réaliser des mesures d'économie d'eau et d'énergie, les travaux qui vont permettre par exemple des gains de performance énergétique, la modernisation de votre système de chauffage, d'éclairage ou les travaux d'isolation peuvent être aussi pris en charge par ce fonds de modernisation des établissements. Et puis enfin, si vous souhaitez permettre l'amélioration des conditions de travail des professionnels, ils peuvent être pris en charge, par exemple, l'aménagement d'une salle du personnel, l'amélioration de l'ergonomie des matériels professionnels et les opérations d'insonorisation. Comme je l'ai mentionné, le Fonds de modernisation des établissements, là, il couvre les EAJE de la prestation de services unique avec le bonus développement durable. L'ensemble des thématiques là que je viens de vous citer, les différents exemples, ce sont des exemples vraiment qu'on aborde dans le diagnostic écolo-crèche, la belle vie, dans nos formations, dans nos prestations de conseil pour faire monter les équipes en compétences. Sachez aussi qu'il est mentionné dans la circulaire que les dossiers qui comprennent des enjeux liés au développement durable, comme la végétalisation ou les actions de gain effectif d'énergie, seront priorisés dans la prise en compte des projets. Alors, on vient de parcourir ensemble les aides à l'investissement pour les structures petite enfance. Je vous propose maintenant que l'on parcourt ensemble les aides à l'investissement pour les structures jeunesse. Julie, je vous coupe 2 secondes Oui. Parce qu'il y a une question à laquelle vous pouvez peut-être répondre. Quelqu'un demande, est-ce que la mise en place d'ombrières peut être prise en compte, à votre avis?
Alors, je ne saurais pas répondre très précisément à cette question. Par contre, il est bien mentionné que les travaux qui contribuent à l'aménagement de l'ombrage peuvent être pris en compte. Donc après, il est aussi mentionné que les listes ne sont pas exhaustives. Donc, il est fortement possible que ça puisse être pris en compte. Oui, Après, dans tous les cas, on vous invitera à vous rapprocher de la CAF de votre département. merci Julie. Avec plaisir. Donc, pour le plan d'investissement pour les structures jeunesse, afin de maintenir et de développer les accueils de loisirs sans hébergement et de répondre aux enjeux de transition écologique, le fonds d'aide à l'investissement est étendu à l'ensemble du périmètre des accueils de loisirs sans hébergement et il intègre désormais les éléments liés à la transition écologique. C'est aussi une nouveauté. Le budget alloué s'élève à 265 millions d'euros sur les 5 années à venir. Les établissements éligibles sont les ALSH que vous voyez à l'écran, respectant notamment les critères d'éligibilité à la prestation de service ALSH et relevant des catégories suivantes, les accueils périscolaires, les accueils extrascolaires et les accueils adolescents. Pour ce plan d'investissement, ce sont les dépenses et les projets liés à la notion d'investissement qui pourront être mobilisés. Il y a toujours un socle de base qui est fixé, lié au projet d'investissement. Et comme nouveauté cette fois-ci dans cette nouvelle convention d'objectifs et de gestion, pour les projets qui engagent une démarche de développement durable, ils pourront bénéficier d'une majoration de 30% du financement du socle. Et donc, pour pouvoir bénéficier de cette majoration, le projet doit aussi engager 30% de dépenses gros œuvres au minimum et il doit aussi s'inscrire dans une démarche de labellisation ou de certification liée à la liste fournie par la CNAF. En termes de typologie de projets pour l'aide, on va retrouver les projets de création ou d'extension, de rénovation et de transplantation conduisant à la création de places, c'est-à-dire un développement de l'offre. Là, l'aide pour aller jusqu'à 350 000 euros avec la majoration de développement durable. Et pour les projets de rénovation ou de transplantation qui sont à taille identique, la majoration pourra aller jusqu'à 180 000 euros. L'aide pourra aussi porter sur l'acquisition de matériel ou de mobilier pouvant aller jusqu'à 25 000 euros. Concernant le pourcentage de dépenses subventionnables, cette aide peut prendre en charge jusqu'à 60% des dépenses subventionnables dans la limite des fonds que j'ai annoncés. Alors, maintenant, on a vu les plans d'investissement. Je vous propose qu'on aborde les fonds publics et territoires que nous nommerons parfois FPT et qui constituent un axe très important de l'action territoriale des CAF. Ils ont considérablement augmenté entre les deux conventions d'objectifs et de gestion. Et pour cette nouvelle période, il est doté d'environ 1,5 milliard d'euros, ce qui est plus que le double que la précédente. Et il y a aussi une nouveauté à prendre en compte. Il y a une enveloppe dédiée de plus de 11 millions d'euros par an pour soutenir les partenaires qui accompagnent le secteur de l'accueil individuel, dont les maisons d'assistantes maternelles. Le Fonds public et territoire a 3 priorités majeures, le renforcement de la qualité d'accueil des enfants, l'accompagnement de solutions émergentes telles que la transition écologique et l'élargissement aux 12-17 ans, donc aux ALSH. Et comme son nom l'indique, c'est un fonds qui permet de soutenir des projets qui ont une cohérence au niveau local et territorial et il s'inscrit dans un projet de territoire afin d'amplifier les effets de ce projet. C'est donc un fonds à gestion locale et il peut y avoir des différentes orientations au niveau des territoires avec des champs d'application différents. De manière globale, les fonds publics et territoires permettent vraiment d'engager un processus d'amélioration et de promotion de la qualité des conditions d'accueil. Et nous, aujourd'hui, on va faire un focus sur la qualité d'accueil en lien avec la transition écologique. On va se concentrer sur 2 axes majeurs de ces fonds publics et territoires. L'axe 2, avec l'amélioration de la qualité, de l'accessibilité de l'accueil collectif et individuel du jeune enfant. Et l'axe 3, avec l'engagement et la participation des enfants et des jeunes. Peuvent être concernés les établissements que vous voyez s'afficher à l'écran. Et les fonds publics et territoires peuvent concerner des dépenses d'investissement qui ne sont pas couvertes par les aides qu'on a déjà vues précédemment et les dépenses de fonctionnement selon les conditions de priorisation des territoires. Alors, par exemple, pour vous citer quelques aides possibles, ça peut permettre d'accompagner la transformation de votre projet d'établissement en lien avec la prise en compte des objectifs de développement durable et en particulier la prise en charge de la démarche Label Vie. Ça peut être aussi la prise en charge de démarches liées à la santé environnementale, à la nature, afin de favoriser le contact à la nature et de sensibiliser, former vos équipes à ces éléments-là. Ça peut être l'achat d'équipements, de matériel pédagogique, comme des couches lavables aussi, la vaisselle pour réaliser des repas plus éco-responsables. Ça peut être des frais de formation, de coûts de fonctionnement, coordination, recrutement aussi que vous pourriez avoir. Et puis, ça peut aussi être de soutenir les fonctions managériales en EAJE et la mise en œuvre notamment d'analyses de pratiques pour les responsables des crèches.
Et là, c'est quelque chose qu'on retrouve notamment et qui peut être mis en place dans le diagnostic Label Vie. Les fonds publics et territoires permettent de soutenir jusqu'à 80% du coût de fonctionnement des actions. Et les actions soutenues doivent être d'un minimum de 1 500 € par an. Si vous souhaitez déposer un dossier et connaître l'éligibilité au financement de votre projet, on vous invitera vraiment à vous rapprocher de votre CAF. Et pour terminer, sachez qu'en complément, pour les établissements de la prestation de services uniques, il y a désormais jusqu'à 3 journées pédagogiques qui peuvent être prises en charge par an et par établissement. Lors de ces journées, la CAF compense l'intégralité de la prestation de services uniques et des participations familiales non perçues en finançant un forfait de 10 heures par place et par jour. L'objectif là de ce nouveau financement, c'est vraiment de favoriser la qualité des projets et des pratiques au sein des modes d'accueil. Et il est d'ailleurs possible de les utiliser pour sensibiliser les équipes à la transition écologique dans le cadre de la démarche Label Vie. Et pour conclure, juste, je rappelle que pour l'ensemble des fonds que nous avons mentionnés, la décision d'une CAF d'octroyer une subvention reste vraiment discrétionnaire et que pour toute question de mise en pratique en lien avec votre ou vos structures, nous vous inviterons à échanger directement avec la CAF de votre département. Merci Catherine. Merci Julie, mais alors néanmoins, il y a quand même des petites questions pour vous et je sais qu'en principe, on n'a pas prévu de questions, mais juste parce que moi, je réponds à deux. Oui, vous aurez la possibilité d'avoir un document écrit, notamment avec les chiffres, parce que plusieurs ont dit c'est compliqué de prendre des notes. On va vous envoyer tout ça à l'issue du webinaire, donc il n'y a pas de souci. Et vous aurez bien toutes les précisions parce que je crois qu'il y a quelques il y a quelques demandes précises par rapport aux micro-crèches pages, par rapport aux établissements PSU, où il y a des questions qui disent on n'a vraiment pas, pour le moment, la possibilité d'avoir des aides quand on est une micro-crèche page. Et effectivement, c'est ce que vous avez dit, Julie. Il me semble que ça avait dû être un peu suspendu en attendant peut-être le rapport IGAS-IGF sur les micro-crèches. Mais c'est vrai que pour le moment, la CNAF et les CAF ne se sont pas engagés sur les aides aux microcrèches précisément. Oui, alors Alors, peut-être peut-être Catherine, pour rebondir là-dessus, en effet, pour l'instant, pour les micro-crèches pages, pour l'instant, on est plutôt sur le piage sous condition dont le lieu d'implantation et les oui, bien micro-crèches sûr. accolées seront exclus. Et par contre, quand même, pour les structures en fonctionnement, vous pouvez vous rapprocher de votre OPCO pour avoir des aides sur la démarche, notamment car nous sommes organismes de formation certifiés Calliope. Oui, mais d'accord. Voilà. On voit bien comment les CAF sont centrales, mais est-ce que vous, la Belle Vie, vous accompagnez les gestionnaires en lien avec tous ces financements? Parce que je vois bien en question que c'est compliqué. Est-ce que vous les aidez un peu à s'y retrouver? Oui, tout à fait. En fait, nous, on les connaît, ces financements. Donc, en fait, on va accompagner vraiment chaque gestionnaire à flécher et identifier les financements qui sont possibles pour eux, selon leur projet, bien sûr, et la typologie de leur structure. Et puis ensuite, une fois qu'on les aura aidés, on les invitera vraiment à se rapprocher de leur CAF pour le montage du projet. Merci. Merci Julie pour ce décryptage. C'est, je pense, plus clair, même si ça reste complexe. Vous avez été une très bonne vulgarisatrice. Est-ce que maintenant on a vu quand même le rôle donc central et essentiel des CAF dans la réalisation des projets allant dans le sens de la transition écologique. Donc dans cette seconde partie, on va essayer de voir comment sur les terrains les CAF se sont emparés du sujet. Et pour commencer, je vais donner la parole à Julien Orlandini. Vous êtes le directeur donc de la CAF du Var. Et vous, je dirais que vous n'avez pas attendu ces nouvelles mesures de la COS pour agir. On peut dire que la CAF du Var pour la Cap du Var, la transition écologique, c'est un véritable projet d'entreprise à 360 degrés, co-construit en plus avec vos partenaires. Donc, vous avez une réelle ambition et depuis plusieurs années, vous pouvez nous raconter comment vous êtes emparé de la transition écologique. Merci, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Écoutez, en tout cas, déjà, je suis rassuré par rapport à mes insuffisances techniques. Je crois que ce qui vient d'être présenté, du coup, éclaire très largement les leviers de soutien et de financement dont il faut dire que objectivement, ils sont importants et massifs, je dirais. Et ça, c'est quand même un message qui est, à mon avis, clé, parce qu'effectivement, pour pouvoir agir, il faut pouvoir être soutenu de fait. Bien sûr, pas qu'en financement, mais quand même, c'est un levier qui est essentiel. Alors, effectivement, pour ce qui concerne la CAF du Var,
la démarche en fait qu'on a engagée est une démarche en fait qui s'inscrit plus largement dans le projet d'entreprise de l'organisme que l'on porte et qui s'est vraiment d'ailleurs concrétisé dans le projet d'entreprise actuel, c'est-à-dire qu'on a renouvelé en 2023 sur un projet d'entreprise 2023-2027 dans le cadre de la nouvelle convention d'objectifs et de gestion, puisque c'est un projet d'entreprise qui a mis au cœur la RSO, la responsabilité sociétale des organisations, non pas qu'on ne le faisait pas avant, hein, puisqu'évidemment c'était une démarche qu'on avait déjà engagée dans le précédent projet d'entreprise, mais on le faisait un peu sans le dire en fait. Et du coup, cette démarche de gouvernance collaborative, de co-construction avec nos salariés, nos partenaires et nos allocataires, c'est ça qui a d'ailleurs germé progressivement à partir de 2019-2020. Ça nous a amené naturellement à cette dimension de la RSO et bien sûr dans la RSO cette dimension de la transition écologique. Alors pour ce qui concerne le lien avec nos partenaires et en l'occurrence en particulier ce que vous avez cité, les partenaires de la petite enfance, les partenaires de la jeunesse, on a mis en place une démarche qui s'appelle CAFENCO, le co de communauté, notre communauté par de partenaires, communauté, collaboration, co-construction, puisqu'effectivement on fait avec. C'est bien l'objectif, c'est pas simple, hein, même pour les équipes, pour nous c'est un changement très important. C'est pour ça d'où le 360 degrés. Et on fait avec des panels, avec le fait qu'on construit, c'est des choses simples, mais de se dire qu'avant, effectivement, peut-être de lancer un appel à projet, ben, on le co-construit, ou en tout cas on partage, on fait réagir, on s'assure qu'il soit ajusté, qu'il soit compris. Et puis on a aussi lancé un challenge, des challenges RSE justement, dont le dernier est un challenge sur la responsabilité sociétale des organisations, sur lequel justement nos partenaires nous apportent énormément eux-mêmes en termes d'ingénierie pour qu'on évolue nous-mêmes dans le service que l'on peut leur apporter. Et dans ce challenge, effectivement, depuis ce challenge, d'ailleurs, on a mis en place maintenant un plan d'action sur la responsabilité sociétale des organisations dans lequel la transition écologique prend une part toute particulière, plan d'action sur lequel on chemine progressivement et j'y reviendrai. Alors, l'application, elle est naturelle, en fait, évidemment, auprès des partenaires et en matière de petite enfance, de parentalité et de jeunesse. Elle est naturelle et donc je vais centrer plutôt sur la transition écologique et elle est d'autant plus renforcée qu'au-delà du plan d'action conduit par la CAF du Var avec ses partenaires, hier, vous voyez, on a signé le schéma départemental des services aux familles. Ça tombe bien, c'est pas fait exprès, mais 2024-2026. Et vous voyez, dans son axe 3, on a intégré la transition écologique. On a intégré le fait que les 14 partenaires signataires aussi s'engagent dans le soutien au projet éco-durable, dans la dimension aussi de l'éducation à la citoyenneté durable et dans le soutien, bien sûr, à l'investissement durable. Et ça, c'est aussi un élément clé, c'est-à-dire que la CAF, elle n'agit pas seule. Il faut aussi qu'il y ait une convergence d'autres partenaires aux côtés d'elle, même si on a présenté les leviers dont on dispose, mais il est évident qu'au cœur des territoires, il faut être aussi plusieurs. Et donc, peut-être en illustration, dans cette démarche du coup de soutien à la transition écologique, le choix qu'on a fait, en tout cas à la CAF du Var, ça a été de le structurer définitivement, j'y reviendrai pourquoi je dis structurer définitivement, en 2023, par un appel à projet en fait dédié alors, à la qualité d'accueil en matière de petite enfance. Je vais centrer un peu, du coup, évidemment, qui est quand même très ouvert, puisqu'effectivement, on retrouve les EHJE, les relais petite enfance. On y a évidemment aussi intégré les ALSH, voilà, donc multi-acteurs potentiels. Alors, c'est structuré parce qu'on avait démarré avant, en fait, pour être très clair, mais on ne l'avait pas organisé dans une démarche qui soit lisible aussi, qui permette aussi, du coup, aux structures de savoir, de pouvoir prétendre à ce soutien, de pouvoir présenter leurs projets. Donc, on avait cheminé aussi. Et on avait cheminé parce que, tout simplement, pour nous-mêmes, on avait une crèche en gestion directe qui s'appelait les Lutins. Alors, on l'a plus parce que la COG précédente nous demandait de les transférer. Et c'était pourtant un cas d'application très intéressant. Et on avait, du coup, travaillé, évidemment, avec la Belle Vie. On avait labellisé cette écolo-crèche, de fait, avec cette labellisation écolo-crèche. Donc, Ça a ça nous été a beaucoup aidé. votre rencontre avec la belle vie finalement. Ça a été notre rencontre avec la Belle Vie et notre rencontre plus largement avec les enjeux, évidemment, autour de la transition écologique. Et au-delà de ça, ça fait un cheminement en fait interne important pour nos propres professionnels, pour d'ailleurs les équipes de direction, moi-même, parce qu'évidemment, on a vu du coup les impacts aussi à 360 degrés sur les parents, sur la QV, la qualité de vie au travail des collaborateurs, sur les enfants, sur l'environnement, enfin voilà, la consommation, les recyclages, les gaspillages, enfin on a vraiment travaillé tous ces sujets. Et du coup, évidemment, on s'est dit, mais pourquoi on n'intègre pas ça aussi dans notre démarche sur le territoire avec nos partenaires, et d'où ensuite progressivement la construction en appel à projet
appel à projet qui, du coup, précédait d'ailleurs le fonds d'innovation petite enfance. Il faut se rappeler que l'année dernière, il y a eu ce moment-là, mais qui arrivait en cours d'année. Donc, ça l'a un peu percuté d'ailleurs, mais on a rebondi, du coup, pour faire rentrer d'autres projets. Et puis, qu'on continue aujourd'hui en 2024, dans une certaine cohérence d'ailleurs, parce qu'on peut avoir des soutiens qui s'inscrivent dans le temps. C'est pas forcément renouvelé. Certains projets peuvent s'inscrire dans la durée, c'est assez logique. Et par exemple, on a utilisé le fonds public et territoire. Ça a été présenté, axe 2, 150 000 euros en 2024 aujourd'hui. On utilise aussi des fonds locaux, soit parce qu'il Voilà, faut compléter. est-ce que vous pouvez nous préciser, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, les fonds locaux, c'est vraiment votre petite cagnotte à vous, c'est ça? Alors, je ne sais pas si c'est une cagnotte, mais en tout cas, ce qui est Non, certain, mais les fonds locaux, vous je dirais que faites. c'est une opportunité réelle de pouvoir aller encore plus loin que ne le permet quand même déjà le fonds public territoire, qui le permet beaucoup dans l'adaptation territoriale, mais aller encore plus loin dans l'innovation, l'adaptation territoriale, la capacité de tester des choses, le fait d'aller peut-être en dehors parfois des clous, entre guillemets, c'est-à-dire que Hmm. oui, les fonds publics et territoires, et j'incite chacun à aller voir les circulaires, elles sont accessibles sur le CAF.fr par rapport à la présentation, tout y est, mais il faut rentrer vous voyez, rentrer dans une chaussure. Alors des fois, je dis souvent, des fois, rentrer en carré dans un cercle, c'est pas évident. Voilà. Mais les fonds locaux, ça sert à ça aussi, ça sert à Mais co-construire avec nos partenaires. ça signe quand même un engagement particulier que vous les ayez Ah, utilisés pour la transition écologique. c'est une démarche territoriale qui correspond à des orientations stratégiques locales que décide le conseil d'administration, ça c'est clair. Donc évidemment, c'est un engagement et là, ça le conforte parce qu'on s'est dit, ben voilà, on a aussi des fonds publics et territoires, ils sont importants, mais ils sont aussi limités. Et donc, on peut aussi faire le choix de les compléter autant qu'on puisse le souhaiter. Et donc là, par exemple, on a complété à 30 000 euros, 30 000 euros plus 150 000 euros parce que le FPT permet beaucoup de couvrir. Voilà, 48 projets en 2024. Tous ne sont pas des projets. Alors moi, ce sont tous des projets RSO, mais dedans, tous ne sont pas des projets directement toujours connectés à la transition écologique. Il y a beaucoup de projets aussi dans la qualité d'accueil qui effectivement ont été évoqués, qui favorisent aussi le projet pédagogique, qui concernent les professionnels eux-mêmes. Mais il y a un nombre important de projets connectés à la nature, connectés à la transition écologique, connectés aussi à la bientraitance, puisqu'on finance aussi des labels autour de la bientraitance, comme on soutient du coup les projets qui vont sur les labels, et donc le label notamment Écolo Crèche. Et Est-ce que là-dessus, vous pouvez. Bah, allez-y. oui, allez-y, allez-y. Non, non, j'avais envie que vous nous donniez un exemple qui vous Oui. paraît emblématique d'un appel, enfin, d'un Alors, projet que vous avez soutenu. emblématique, je ne sais pas, mais moi j'en ai effectivement deux ou Eh ben, trois. Puis moi, alors, votre projet ça m'a chouchou. permis de me replonger aussi, c'était intéressant. Et pour moi-même aussi, pour ne rien vous cacher, parce que c'est vraiment toujours enrichissant. Bah, déjà, bon, tout ça, ce qui est peut-être le plus important, le plus massif, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, en 2024, voilà, on labellise des démarches écolo-crèches de 23 EAJE, ce qui n'est pas tout à fait neutre quand même, qui est important, et on est content de le faire. Voilà, dans le cadre de cet appel à projet, Maison de l'enfance du coup à Saint-Maximin, soutenu aussi par l'IGESA. L'IGESA, je rappelle que c'est effectivement l'action sociale des ressortissants des armées. Dans le Var, on a effectivement aujourd'hui une présence très importante de la communauté militaire et il y a un vrai engagement qui est assez massif. Et notamment, pour prendre un exemple de ce projet, par exemple avec l'IGESA, sur l'ensemble de leur structure, on travaille aujourd'hui on soutient des démarches de création de potagers sensoriels, voilà, avec intervention d'un paysagiste, du coup. Donc, on finance en fait à la fois l'intervenant, on finance aussi le matériel, pour donner des exemples très concrets. Parce qu'effectivement, ce qui est très intéressant dans ce projet, pour l'avoir un peu revu, c'est ça, c'est l'idée de dire il faut prendre soin du vivant, c'est aussi développer la curiosité aussi pas que des enfants, mais aussi des équipes en fait, dans voilà, cette dimension de lien avec l'environnement qui est aussi régénératrice en fait. Et ça, c'est peut-être un message, c'est qu'en fait, on se rend bien compte à quel point, et moi je l'ai entendu de directeurs et directrices de crèches, vraiment, et ça m'a beaucoup touché en fait, à chaque fois qu'on nous parlait effectivement de la chance d'avoir été soutenu dans cet appel à projet, nous parlait à la fois de la dimension environnementale, mais de l'impact sur leurs équipes en fait, de la respiration que ça a généré pour les équipes elles-mêmes, et du coup de l'impact aussi dans leur qualité de vie au travail, et voire même de l'attractivité en fait, parce que ça peut contribuer, si on va jusqu'au bout, à la question de l'attractivité des métiers. Dans quel environnement on agit? Et si on est dans un environnement connecté aussi à la nature, ça renforce ce sens-là. Et donc, c'est donner aussi ce temps. Et le financement donne aussi cette capacité, évidemment, et donc est un levier de ce Je, point de vue. je parle sous le contrôle de Claire Grelot, mais il me semble qu'il y avait une étude de fait et qui montrait qu'effectivement, tous les engagements autour de la transition écologique et des labellisations apportaient beaucoup sur la cohésion d'équipe, donner du sens au travail. C'est ça, Claire, hein?
Tout à fait. Une étude a été faite il y a 3 ans maintenant, et d'ailleurs, elle avait donné lieu à un colloque qu'on avait organisé en janvier 2023 au ministère des Solidarités, qui montre effectivement que de tels projets fédèrent, redonnent du sens. Les professionnels sont convaincus de mieux faire leur travail. Ça permet aussi de mettre en phase leurs convictions personnelles avec leurs pratiques au quotidien, de réduire les anxiétés, de réduire leur contact avec des substances nocives et donc aussi de les revaloriser et par là même de rendre les métiers plus attractifs. C'est vrai qu'il y a un Euh, enjeu. Ah, pardon, allez-y. voilà, je vous redonne la parole. Non, 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 mais c'était c'était juste peut-être une pour petite conclure, hein. incise. Oui, allez-y. C'était plutôt parce que je sais que j'ai un temps limité, c'est plutôt sur les perspectives, mais simplement insister sur la dimension, moi, ce que je vraiment, qui pour nous est très important à la Cave du Var, dans le fait d'avoir vraiment, s'être engagé dans cette dimension de la RSO, en particulier la transition écologique, c'est vraiment cette approche à 360 degrés. On doit d'abord nous-mêmes l'incarner dans nos pratiques, d'ailleurs, on a un nouveau siège qui arrive, qui va aussi l'incarner. Nos professionnels doivent aussi l'incarner. Les structures l'intègrent. Les parents, du coup, aussi, et les enfants sont aussi bénéficiaires, puisque derrière, il y a des enjeux de santé environnementale qui sont clés. On peut travailler les éléments d'alimentation, on peut travailler beaucoup de questions, et on l'intègre beaucoup dans notre politique, d'ailleurs, de soutien à la parentalité. On a beaucoup de soutien sur des démarches, effectivement, vers les parents. On va encore les renforcer. On a une application qui s'appelle Tipeee, hein, qu'on a développée avec la Cave des Pyrénées-Atlantiques, qui est territorialisée, où effectivement, on pousse aussi de plus en plus ces sujets. Ça nous paraît très important de relier les choses, en fait. Voilà. Donc ça, c'était vraiment pour le dire, c'est une démarche qui pour nous est intégrée et qui prend du temps aussi. Il faut accepter ce temps long. Voilà, et c'est pour ça que je voulais vraiment cibler sur ça en particulier, même si évidemment à côté de ça, tout ce qui va relever de l'investissement est clé. Parce qu'effectivement aussi pour faire ça, on peut combiner, et ce qui a été présenté, donc j'ai pas besoin d'y revenir, c'était très clair. On a des leviers très importants aujourd'hui en investissement, à la fois en rénovation et effectivement aujourd'hui sur de la création, sur de nouveaux bâtiments. Et je pense qu'il faut s'en emparer véritablement. On voit que du coup, le gros œuvre, n'oublions pas que c'est d'abord le gros œuvre qui contient la majoration gros œuvre. Le vrai sujet de la présidente COG, c'est ça, c'est que finalement, ce n'était pas assez incitatif. Ça avait été le diagnostic qu'en a fait la Caisse nationale. Et avant de faire la majoration de développement durable, il y a la majoration gros œuvre. Et c'est le gros œuvre qui fait déjà le sujet en soi de l'empreinte carbone, de la consommation énergétique, de l'isolation, etc. Enfin, il faut quand même se le rappeler au passage. Voilà, donc. Et peut-être en perspective, et je m'arrêterai là-dessus, dire qu'on a 3 sujets, en tout cas en cours, pour nous, pour continuer. Alors, on continuera très clairement sur l'appel à projet dans la durée, mais 3 autres sujets. Alors, dont un qui, à mon avis, est commun à toutes les CAF, mais le premier, c'est la question de l'ingénierie quand même. Parce qu'effectivement, pour nos propres équipes, enfin, pour nos partenaires, il ne suffit pas de leur dire, bah, allez-y, lisez la lettre circulaire, en avant, développer des projets bâtimentaires, etc. Il y a évidemment des conseils, il y a des bureaux d'études, etc. Mais je pense qu'il y a un vrai sujet aussi d'accompagnement. Moi, je me suis rendu compte quand on a fait le challenge sur la RSO, finalement, j'ai trouvé qu'il y avait à la fois des acteurs qui nous ont répondu, mais peut-être moins que je pensais. Et en fait, le sujet n'est pas totalement, je trouve, intégré aujourd'hui dans la pensée, dans les pratiques, etc. J'étais assez étonné de ça. Donc, il y a un vrai sujet de conviction, de sensibilisation, d'accompagnement de nos propres partenaires et d'ingénierie. Et donc, on Ah, réfléchit à cette question un peu de ressources, de pôle ressources un peu. alors, ne spoilez pas la prochaine Je m'arrête là. intervention de votre collègue, parce qu'on va beaucoup parler Je justement m'arrête là. Donc de voilà, cette idée que les CAF ne sont pas seulement là pour financer, mais qu'elles peuvent voilà. aussi conseiller, accompagner. Je les Florence, couperai. est-ce Et qu'il y a j'ai juste des... un dernier point, si c'est possible. Oui, allez-y. Juste dans l'accompagnement, effectivement, simplement de dire, on a aussi donc un plan d'accompagnement, mais le plan d'accompagnement, c'est pas que de nos partenaires, effectivement, c'est de nos propres équipes. Voilà, donc je veux rien spoiler aussi. J'imagine que on n'est pas, je sais très bien qu'on n'est pas tout seul à faire ça, mais on a un plan de formation de nos propres salariés, parce que c'est aussi une évidence que nos conseillers de territoire, qui sont dans tous les territoires auprès des structures, doivent être formés. Donc, dans le cadre de la RSO et donc notamment de la transition écologique, c'est quelque chose qu'on est en train aussi de conduire. Voilà, je me tais. Et puis l'année prochaine, en 2025, on prévoit de faire on a une quinzaine des familles chaque année. Et du coup, on prévoit de faire une quinzaine des éco-familles, justement, voilà, pour embarquer cette dimension de la transition écologique. Donc, ne fermez pas encore votre micro, Julien, parce que vous avez peut-être des questions. Par exemple, une question. Bah non, ça ne concerne pas. Est-ce que vous avez des questions à poser à Julien Alandini?
Si oui, c'est le moment. Sinon, il y a quand même une question qui dit à qui on s'adresse quand on veut, à la CAF, à qui on s'adresse quand on veut avoir des renseignements. Alors, je pense que vous donnerez peut-être pas tous les mêmes, mais chez vous, par exemple, à la Ah CAF ouais, je sais d'Iva, pas, je veux pas m'engager pour les autres caisses d'allocation familiale, mais je non, pense qu'on a chez vous, mais à en qui tout on cas, s'adresse? globalement, c'est quand même le cas un peu partout, mais on a alors, voilà, on a des conseillers territoriaux dans chaque territoire, en fait, en l'occurrence à la CAF du Var, dans chaque intercommunalité, un acteur clé qui est le conseiller territorial au cœur du territoire, qui est voilà, en lien avec l'ensemble des structures du territoire. Et on a, mais comme d'autres CAF, aussi des conseillers qu'on appelle thématiques, qui sont départementaux, hein, Mm. en matière en charge de la petite enfance ou de la jeunesse ou de la parentalité, qui peuvent être les liens avec les partenaires à vocation départementale, voilà, et surtout qui, eux, sont les acteurs de l'ingénierie aussi en tant que tel. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Dans notre démarche à Cafenco, un des vrais enjeux, c'est la relation de service, les engagements de service, à savoir à qui on s'adresse, incarner du coup la CAF par un visage, du coup un numéro de téléphone, des coordonnées et au plus près du territoire. Merci. Alors, il y a une question qui, je pense, que je reposerai à la fin quand chaque CAF sera intervenu, parce qu'il y a quelqu'un qui demande pourquoi il y a tant de différences entre les CAF, pourquoi certaines CAF accompagnent ces projets et d'autres pas. Bon, on s'en reparle à la fin du webinaire, vous donnerez Comme chacun vous votre voulez. opinion. Bah, Merci. c'est vous qui choisissez, donc il n'y a pas de souci. D'accord. Merci beaucoup. Vous restez avec nous de toute façon. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Mathilde Salah, qui est responsable du pôle stratégie territoriale de la CAF des Yvelines. Et alors, quand on a préparé ce webinaire, je lui ai dit, vous avez une personne dédiée à la transition écologique. Alors, elle m'a dit, non, pas totalement dédiée, mais vous avez quand même une personne ressource, Mathilde. Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Et puis merci pour cette invitation à ce webinaire. Donc, en effet, je suis accompagnée justement de Vanessa Lediac, qui fait partie de l'équipe du pôle, qui est chargée conseil développement. On a une équipe de 14 chargés conseil développement répartis sur le territoire dans les Yvelines, qui sont justement la porte d'entrée pour avoir les informations pour les différents projets. Donc, la question a été posée tout à l'heure dans le fil de la conversation. Et notamment pour les Yvelines, vous retrouverez sur le caf.fr du coup la cartographie et donc tous les contacts dédiés pour une prise de contact directement avec le chargé conseil développement. Pour la CAF des Yvelines, en tout cas, effectivement, la démarche de développement durable et de transition écologique est un sujet que l'on aborde déjà depuis 2019. Donc, déjà dans le cadre de la dernière COGE et dans le cadre du Fonds public et territoire, on a accompagné nombreux projets du coup sur le territoire, aussi avec une mobilisation des élus aussi petite enfance avec qui nous travaillons très bien sur le département, qui nous ont permis de mobiliser et de mettre en œuvre et accompagner ces projets. C'est une thématique qui prend de plus en plus d'ampleur, ça a été dit jusqu'à maintenant, notamment dans le cadre du schéma départemental des services aux familles. Également, on s'en parle, puis aussi pour axer sur la qualité d'accueil du jeune enfant, donc au sein des EAJE, des crèches, mais également au sein des centres de loisirs, et les relais petite enfance aussi prennent le pli à la mise en place de projets de développement durable. Donc, afin de garantir cette qualité, de renforcer aussi la professionnalisation des professionnels de la petite enfance, on s'est doté en interne d'une référence au sein de l'équipe sur la démarche écologique et de transition. C'est une thématique qui justement jusqu'à maintenant nous n'avions pas encore cette expertise au sein de l'équipe, et donc on évolue aussi avec les changements du territoire et avec les projets de nos partenaires. Je rejoins également que l'on forme aussi au quotidien du coup l'équipe. Tous ces projets sont accompagnés dans le cadre des conventions territoriales globales pour vraiment que ce soit en cohérence avec les besoins des habitants. Et en l'occurrence, dans le cadre de CTG, nous avons de plus en plus cette thématique qui revenait. Donc, avant même du coup la mise en place de cette nouvelle COGE, nous avions pensé à avoir cette expertise et surtout un état des lieux des différents labels qui existent à ce jour. Nous travaillons en fort partenariat du coup avec la Belle Vie déjà depuis quelques temps, mais nous avons également vu d'autres labels en direction de d'autres structures que l'on va creuser également pour pouvoir accompagner nos partenaires dans cette démarche. Donc, ainsi, effectivement, Vanessa, le DIA, qui est chargée conseil développement, et a également cette référence au sein de l'équipe qui permet de nous avoir cette expertise et puis d'être accompagnée au quotidien pour les partenaires. Alors, si je comprends bien, Mathilde, cette personne qui a cette compétence transition écologique,
c'est pas à elle que si je suis un EAGE, je téléphone pour dire je voudrais faire quelque chose, comment vous pouvez m'aider. Elle nourrit finalement vos responsables territoriaux, Tout à fait, tout à fait. mais elle n'a Et pas le contact avec tout à fait. les... D'accord. Vanessa est elle-même en fait en charge d'un territoire. C'est un fonctionnement que l'on a depuis maintenant 3 ans au sein de la CAF des Yvelines, avec une évolution aussi des équipes, avec chaque chargé conseil développement qui a une référence thématique en charge, donc une expertise. Donc la porte d'entrée restera effectivement le chargé conseil développement du territoire. Et donc là, c'est ce que je disais à l'instant, nous avons une cartographie sur laquelle vous pouvez avoir les coordonnées donc du chargé conseil développement. Et après, quand le projet commence effectivement à être beaucoup plus évolué, là, le référent expert, du coup, rentre en course pour effectivement donner davantage d'informations et une expertise, du coup, sur le sujet. Comme nous avons également un référent expertise handicap ou petite enfance ou encore jeunesse. Euh, Merci, c'est très clair. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples qui vous paraissent, alors je voudrais dire emblématiques parce que c'est peut-être trop fort, mais qui vous paraissent assez exemplaires par rapport à l'utilisation, par exemple, du PIAGE, du FME ou du Fonds public et territoire, Oui, on va effectivement pour que les gens qui suivent ce webinaire comprennent bien à quoi correspond oui, concrètement. concrètement, Julie l'a effectivement, déjà les très projets bien peuvent être expliqué, mais ça accompagnés. permet, voilà. Oui, alors déjà juste pour avoir donc connaissance, le département d'Yvelines est quand même un département assez dynamique. Nous avons 53 structures qui sont engagées dans la démarche du coup de développement durable. Et notamment, à ce jour, on a 22 structures labellisées sur le département. Donc, effectivement, on a eu une expertise quand même ces derniers temps d'accompagnement donc des partenaires. Principalement à 80%, ce sont des crèches, hein, des établissements d'accueil des jeunes enfants. Et pour autant, on a de plus en plus maintenant des accueils de loisirs sans hébergement et des relais petite enfance qui rentrent aussi donc dans cette démarche. On peut revenir effectivement du coup sur quelques actions que l'on a pu accompagner, notamment qui a été assez emblématique ces derniers temps, c'est la ville de Versailles qui a souhaité ces dernières années, donc de 2019 à 2023, de former l'ensemble de ces professionnels de la petite enfance dans la démarche écolo-crèche. Donc on finance en fait depuis 2019 effectivement d'année en année la mise en place donc de cette formation en direction des professionnels via les fonds publics et territoires. Donc, je le redis, nous ne sommes pas un organisme de formation et pas financeur. Nous sommes à chaque fois sur du cofinancement du coup pour les formations. Et à ce titre, donc là, c'est spécifique du coup à la CAF des Yvelines avec un forfait du coup de participation à hauteur de 2 000 euros du coup par formation pour pouvoir aussi accompagner le plus de projets possible sur le département donc des Yvelines. Et auquel cas, certaines années, quand les fonds publics et territoriaux ne nous permettaient pas, nous avons engagé aussi nos fonds locaux dans cette démarche, qui est un petit peu la cagnotte que vous précisiez tout à l'heure, effectivement, un peu notre joker, voilà, qui nous permet donc d'assurer un accompagnement auprès des partenaires. Donc, en tout, ce sont quand même 16 structures pour la ville de Versailles qui ont été labellisées et dans cette démarche, donc écolo-crèche. Donc, au-delà de la formation en fait, des professionnels à la petite enfance, ce qui est intéressant de souligner, c'est aussi la fidélisation que ça peut procurer aussi ce type de projet, et notamment avec l'actualité de la pénurie des professionnels à la petite enfance que l'on connaît sur l'ensemble du territoire national. C'est quelque chose qui est vraiment à mettre en avant et auquel cas aussi les gestionnaires de structures sont de plus en plus friands aussi pour avoir du coup un projet vraiment du coup d'entreprise, de management aussi auprès donc de leurs équipes. Donc on peut parler donc de là aujourd'hui de la démarche de développement durable. On aurait aussi pu parler par exemple de la semaine petite enfance du coup annuelle. D'autant plus un autre projet que l'on peut effectivement souligner, notamment donc la ville de Poissy qui a mis en place donc un lieu d'éveil respectueux donc vraiment de la nature à travers la création de murs végétaux donc au sein donc du multi-accueil pour plusieurs sections. Donc tout cela on a pu le cofinancer donc en lien donc avec la ville. Et nous avons donc la ville de Louvciennes qui a vraiment mis en place une démarche donc écolo-crèche, mais aussi écolo ALSH et dans une démarche de développement durable sur l'ensemble de la ville. Donc, c'est assez intéressant et assez rare aussi que les ALSH soient concernés par cette démarche. Donc, nous avons pu accompagner aussi donc, cette démarche. Je le souligne parce que la question a été posée donc, dans le fil de discussion. Nous pouvons aussi accompagner des projets qui ne sont pas forcément dans une démarche du coup écolo-crèche ou de ce label. Dès lors que c'est dans une démarche du développement durable, il y a une possibilité effectivement d'accompagnement.
Donc, tous les projets présentés jusqu'à maintenant, c'est dans le cadre du Fonds public et territoire. Après, dans le cadre donc, du PIAGE, donc d'une création de structure, nous avons eu un beau projet que nous avons pu accompagner donc à Voisins-le-Bretonneux avec la création d'un pôle enfance, avec notamment un transfert donc de place. Donc quand on dit un transfert de place, hein, c'est à minima 10% de plus de berceaux que la crèche qui existait auparavant, notamment là avec donc un multi-accueil pour 55 places hein, qui est situé dans un écoquartier. Donc avec la création de nouveaux logements et aussi d'activités proposées vraiment autour d'un projet vraiment de qualité environnementale pour les familles. Et dans ce domaine-là, dans le cadre du PIAGE, vous avez le bonus effectivement du coup du label éco-responsable et ils ont pu donc en bénéficier. Et juste pour finir, nous avons un troisième fonds qui est mobilisable. Vous en parliez très justement en introduction. C'est le fonds de modernisation des établissements d'accueil du jeune enfant, alors qui est ouvert aux crèches prestations de services uniques, mais également aux microcrèches PAGE, je tiens à le souligner. Et donc, nous accompagnons aussi des microcrèches PAGE dans cette rénovation pour des démarches donc, de développement durable, et d'autant plus avec la loi Egalim et la loi Norma, qui précise aussi du coup pour la qualité d'accueil du jeune enfant. Et donc, de plus en plus, ça peut être aussi l'achat de matériel au-delà de la rénovation donc, des locaux pour accueillir donc, les jeunes enfants. Merci beaucoup et vous avez répondu partiellement à pas mal de questions parce que les micro-crèches pages se sont sentis très mal aimés et posaient plein de questions. Donc, vous avez donc répondu que vous pouvez accompagner les micro-crèches pages quand il s'agit du fonds de modernisation, c'est ça? Tout à fait. Alors, ce sont des fonds nationaux, hein, donc c'est toutes les CAF qui peuvent du coup Oui. le réaliser, je le Oui, précise. oui. Voilà. Je crois qu'on va garder les questions pour la fin parce qu'elles concernent en général un peu toutes les CAF. Et il y en a beaucoup pour la belle vie aussi. Donc là, je laisserai Claire y répondre. On va continuer sur des belles histoires de CAF avec Blandine Rémy, qui est chargée de conseil et développement territorial à la CAF de Charente. Alors, la transition écologique et la belle vie, c'est une histoire qui dure depuis 2013, c'est ça? Donc, c'est pas tout neuf. Et, euh, et on s'est mis d'accord toutes les deux parce que je crois que c'était vraiment ce que vous aviez envie de transmettre. Elle va, Blandine, nous parler d'un projet qui, pour le coup, là, on peut appeler emblématique du Grand Cognac parce il est à très grande échelle. C'est un projet XXL et qui est en cours, mais qui a bien démarré. C'est ça? Absolument. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, je suis très contente de pouvoir apporter mon témoignage aujourd'hui. La rencontre avec, donc à l'époque, l'association Écolo Crèche date de 2012-2013. À l'époque où la lettre circulaire PSU de 2011 est arrivée, je crois que personne ici ne l'a vraiment oublié, avec notamment de nouvelles obligations de fourniture, et pour ne pas les nommer, celles des couches. Et on avait voulu profiter, en tout cas de cette occasion, pour promouvoir certaines, en tout cas les pratiques écologiques. Et Claire était venue donc du coup présenter l'association et la démarche de labellisation en 2013. On parlait de temps long tout à l'heure, il faut effectivement des fois accepter que l'idée fasse son chemin. Voilà. En tout cas, ça veut dire pour nous qu'en Charente, on avait du coup un conseil d'administration et puis des équipes qui étaient bien acculturées au sujet et qui étaient prêtes à accompagner les structures. Voilà. Vous le disiez, j'ai le plaisir de vous présenter du coup le projet que j'ai accompagné de l'agglomération du Grand Cognac. Je salue ma partenaire sur ce projet qui est la référente de la Convention territoriale globale sur la thématique petite enfance, Émilie Bournazo, qui doit être parmi nous. Il était effectivement exemplaire. Alors, il date un petit peu, là, mon témoignage, puisque du coup, nous avons accompagné et entériné notre cofinancement pour ce projet fin 2022. Donc, nous n'avions pas pu utiliser les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui. Néanmoins, on avait déjà des outils à notre disposition. Je vais en parler rapidement.
vous le disiez, exemplaire, puisque pour nous, ce projet, il allait au bout d'une démarche de labellisation dans toutes les dimensions de l'accueil de la petite enfance, puisque du coup, ont été embarqués tout de suite les 8 établissements d'accueil du jeune enfant du territoire de compétences de l'agglomération du Grand Cognac, avec également ces relais petite enfance tout de suite. Et ils ont également fait le choix d'aller, encore une fois pour nous, ce qu'on a considéré aller jusqu'au bout, c'est-à-dire pouvoir proposer l'accompagnement d'un échantillon, on va dire, d'assistante maternelle, et donc d'embarquer aussi l'accueil individuel dans la démarche de labellisation. Quand on a proposé notre cofinancement et notre soutien à ce projet-là, ce qui était encore une fois, et ce qui a été très apprécié par notre conseil d'administration, c'est que nous avons présenté un projet d'investissement sur 3 types de dimensions d'investissement. On avait évidemment donc la démarche de labellisation, comme je le disais, qui embarquait l'ensemble des services petite enfance. Et nous avions également donc du coup une demande de subvention pour du soutien à l'investissement en matériel sur les couches lavables. Et par ailleurs, une démarche d'amélioration et de renaturation, ce qu'on appelle de renaturation du coup, puisque l'agglomération du Grand Cognac, dans le même temps, embarquait et engageait l'amélioration du coup de ces extérieurs et s'inspirant de la démarche de la ville de Paris sur les cours Oasis. Voilà, donc on a pu présenter en fait un espèce de plan d'ensemble en fait de transition écologique auprès de nos administrateurs et qui ont du coup montré combien ils soutenaient la démarche et en tout cas ont voulu démontrer leur attachement à la démarche avec un cofinancement qui n'est pas tout à fait classique, qui est un petit peu au-dessus de ce que nous avions l'habitude de faire, donc un cofinancement à hauteur de 40%. Voilà, un petit peu au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire. Voilà. Du coup, quand on en a effectivement discuté, j'expliquais combien une fois que la démarche de labellisation est lancée, on sent bien que c'est un axe qui est devenu complètement structurant. C'est-à-dire que dès lors, aucun projet en fait ne peut être pensé aujourd'hui sur le territoire, en tout cas en matière de petite enfance, puisqu'on va progresser de façon différente sur les questions d'enfance et de jeunesse, mais sur la question de la petite enfance, du coup, on ne peut plus ne pas parler maintenant de la démarche de transition écologique. Elle est complètement au cœur de tous les outils de travail en fait de cette agglomération, donc autant de ces projets pédagogiques, éducatifs, et bien sûr que là, au moment où on est en projet de création d'une structure, elle part tout de suite sur une labellisation création. Du coup, elle sera accompagnée dans les mêmes termes. On a un autre équipement qui va être concerné par le fonds de modernisation et bien sûr que lui aussi va bénéficier du coup d'un accompagnement et en tout cas mettra au cœur lui aussi la démarche écologique au sein de sa modernisation, voilà, de la modernisation qui est envisagée. Voilà. Monsieur Rolandini en parlait tout à l'heure à propos des impacts et en fait de la portée du projet de labellisation. Donc moi, je suis chargée de conseil et de développement, conseiller territorial, c'est la même chose, c'est la même mission qui nous est confiée. Ce que j'avais envie du coup de souligner cet après-midi, c'était au-delà de l'importance évidente de la démarche de labellisation. On a parlé de la fidélisation des équipes, on a parlé du bien-être en général, qu'il s'agisse du public accueilli, des familles aussi, j'en suis convaincue, et puis des équipes accueillantes. Moi, ce que je voulais souligner, c'était effectivement la portée sur l'attractivité sociale du territoire. C'est-à-dire que ce qui est au cœur de la démarche des chargés de conseil et de développement comme moi, c'est d'accompagner les projets de territoire, donc les CTG, et l'impact général qu'on cherche en fait à atteindre au cœur de la démarche des CTG, c'est l'amélioration de l'attractivité des territoires. Comment, par n'importe quelle thématique, et tous les projets que nous mettons en œuvre et que nous soutenons, comment en fait on améliore la qualité de vie sur les territoires et comment on attire en fait de nouvelles familles sur les territoires. Et moi, je suis absolument convaincue pour avoir le plaisir de la voir se mettre en œuvre sur un territoire. Je suis convaincue que ces démarches de labellisation font pleinement la différence sur la qualité de vie des habitants qui y habitent et certainement peuvent faire la différence sur le choix d'installation de familles sur un territoire. Voilà. Ce que vous voulez dire, et ce que je comprends aussi, c'est que finalement, bon, les CAF vous accompagnez, vous êtes parfois très à l'initiative, comme nous l'a montré Julien Landini, mais il faut quand même que vous ayez le soutien des collectivités. C'est important, non? Absolument.
C'est absolument central. Votre exemple, l'exemple aussi de Mathilde à Versailles, où je sais que l'élu petite enfance de Versailles, par exemple, Annick Bouquet, elle est extrêmement elle est très importante dans la transition écologique, elle l'apporte aussi. Je ne sais pas si c'est la même chose dans le Var, Julien Orlandini. Mais si, c'est évident, mais c'est clairement l'impulsion. Enfin, moi, j'insistais beaucoup là-dessus, hein. Elle est absolument incontournable. Donc oui, là où effectivement, enfin, j'ai en tête par exemple des projets aujourd'hui à la Valette du Var, hein, qui est proche de Toulon, c'est parce qu'il y a une dynamique en fait communale, hein, très claire aussi, et d'autant plus quand ils gèrent eux-mêmes d'ailleurs des structures, hein. Enfin, ça crée Mm. aussi, ben, comme je parlais du l'exemple de la CAF elle-même en gestion directe, mais c'est un peu pareil, c'est plus facile aussi d'une certaine manière. Mais oui, ne serait-ce aussi, mais je le rappelle, hein, ça a été dit, que parce que en plus, il faut aussi du cofinancement. Donc Bien sûr. ça rentre bien et c'est très important quand même que ça a été souligné aussi. Et moi, je l'avais oublié alors que c'était évident, mais probablement parce que c'est tellement évident maintenant. Mais les conventions territoriales globales, c'est-à-dire cet ancrage au territoire en proximité, c'est là où on fait notre alliance avec les collectivités locales et notamment les communes ou intercommunalités. C'est clé. J'ai peut-être aussi une intercommunalité à Provence Verte qui travaille sur ces sujets. Sans cette impulsion-là, c'est plus difficile. Et ça va être d'autant plus important avec la mise en œuvre en 2025 du service public de la petite enfance, où les communes sont aux premières, enfin, aux avant-postes, on va dire, puisqu'elles deviennent autorités organisatrices. Je vais donc vous poser la question que je n'ai pas posée tout à l'heure. La- Pourquoi, nous demande-t-on, pourquoi ça se passe pas comme ça dans toutes les CAF? Vous avez été choisi par la Belle Vie parce que vous êtes très bons élèves sur la transition écologique, mais pourquoi tous les projets ne sont pas accompagnés de la même façon dans toutes les CAF? Euh, la COG, elle est valable pour toutes les CAF, mais bon, qu'est-ce que vous répondez à ça? Je vous donne la parole à chacun. Qui veut commencer? Julien Landini, peut-être? Mais je m'inscris un peu en faux en fait, c'est-à-dire que aujourd'hui, enfin, il me semble quand même que déjà, alors certes, mais on est quand même trois CAF, hein, je pense pas juste qu'on est là, je pense pas qu'on soit là parce qu'on est des bons élèves en fait, de mon point de vue. Un peu quand même. Non mais je veux dire, on incarne dans ce qui a été dit. Regardez les points communs. Les points communs, Oui, c'est vrai. on a des professionnels qui sont proches des structures au cœur des territoires. Premier point commun. On a des conventions territoriales globales pour contractualiser avec des collectivités. Deuxième point commun. On a toutes les CAF des démarches d'accompagnement en ingénierie, en financement. On a le même levier financier aujourd'hui et les fonds locaux, mais c'est complémentaire, ça a été dit. Et toutes les CAF l'utilisent dans ces logiques de cagnotte, enfin très clairement aussi. Voilà, donc déjà, tout ça me paraît déjà un élément important. Après, ce sujet-là, si je peux me permettre, sur la transition écologique en tant que telle, ça a été dit, hein, cheminement, si on veut bien le faire, il faut le faire avec de la conviction, avec du temps, avec de la formation, avec de l'accompagnement. Donc simplement, en fait, c'est ça, c'est que je crois qu'aujourd'hui, on arrive aussi à une maturité, y compris de politique publique, je le précise, hein, parce qu'a priori, il y a eu quand même un combat depuis de longues années pour intégrer ça dans la COG, vous l'avez dit en introduction. Voilà, donc simplement, je pense, ce cheminement, parfois, certaines CAF peut-être sont sur certains sujets plutôt que d'autres, et c'est ça qui peut évoluer, ou la caractéristique des partenaires de ce territoire aussi joue forcément, vous l'avez dit, hein, dans ces sujets de maturité. Ça dépend avec qui aussi on travaille, hein, pour être très très clair. Là, ce qui est bien, cet alignement, il est là par la Convention d'objectifs et de gestion, très clairement, puisque c'est une orientation qui est forte, c'est d'inscrit dans la Convention d'objectifs et de gestion de manière très transverse. Il y a les leviers financiers, et donc ça facilite très clairement cette harmonisation et cet alignement. Après, ce qui reste des CAF, et moi je crois que c'est une chance aujourd'hui, quand on se compare aussi avec d'autres réseaux, c'est justement cette capacité de s'adapter à un territoire quand même. Et ça, je trouve que moi, c'est plutôt bien. Il faut un socle, et puis après, il faut effectivement du spécifique, mais voilà, il faut ce socle. Et là, le socle, maintenant, on l'avait peut-être moins sur la précédente COG. Merci. Mathilde Salah? Non, je rejoins effectivement les propos. Je pense pas qu'il y ait de CAF bon élève ou pas. Je pense qu'en fait, on est tous dans la même démarche déjà depuis quelques années. Là, en tout cas, on peut le redire, hein, ce socle commun, il a vraiment été du coup précisé dans les dernières instructions techniques et circulaires qui sont accessibles à tous, et notamment dans le cadre donc du FME et de fonds publics et territoires, notamment avec l'axe 2 sur la qualité d'accueil du jeune enfant. Il est bien précisé effectivement que le développement durable et la transition
transition écologique font partie de la qualité d'accueil du jeune enfant. Et rien que de ce fait-là, ça a été bien mis en avant et ça permet de remettre au devant la nécessité de cette démarche de développement durable et de transition écologique. Et effectivement, je pense que toutes les CAF et le réseau, en tout cas des CAF, est bien au fait et communique en direction donc de leurs partenaires. Après, on a des territoires qui sont plus mûrs sur des sujets que d'autres, après des effets d'opportunité aussi de territoire, avec des nouvelles constructions qui permettent aussi, du coup, parfois, la mise en place de cette transition écologique. Donc, voilà, c'est un cheminement pour reprendre les propos. Je pense que on va le retrouver en tout cas au niveau national, parce qu'on parle bien de fonds nationaux. Donc, en tout cas, il y a les mêmes chances et une équité territoriale pour l'ensemble des partenaires. Je vais demander à Blandine. Oui, même chose. Je rejoins. Vous savez, quand on s'est eu pour préparer nos interventions d'aujourd'hui, effectivement, quand je regardais dans le rétroviseur, je me disais, disons, 2012, bon, le temps de la concrétisation d'un projet un peu structurant comme celui-là qu'on a soutenu, waouh. Et pour autant, je pense effectivement que ça correspond complètement à un état de maturation, mais je dirais de tous, hein, c'est-à-dire autant politique au sein des territoires. Il ne faut pas oublier que les collectivités ont quand même eu pas mal de choses à faire ces derniers temps, quoi, avec une loi NOTRe qui est arrivée, qui a du coup demandé fusion de plusieurs territoires parfois, de réorganisation de services, etc. Donc voilà, donc maturité des collectivités, maturité des équipes professionnelles et aussi, je dirais, maturité sociétale. Voilà, je pense que c'est aujourd'hui devenu un sujet commun, plus facile aujourd'hui. Voilà. Merci. Alors, j'ai une petite question assez concrète pour Mathilde Salah, parce que quand on a discuté, et c'est peut-être une information importante à donner à ceux qui suivent ce webinaire. Vous m'avez dit, quand il y a des demandes de subventions ou d'aide, il y a quand même des périodes où c'est plus favorable. Vous me disiez pour le PIAGE, c'est au fil de l'eau, mais pour le FME et le Fonds public et territoire, il y a des périodes où il Oui. faut le savoir. Alors ça va être en fonction du coup de l'organisation de chaque CAF et de chaque département. Mais en effet, du coup, pour la CAF des Yvelines, pour le piage, on est sur l'instruction des dossiers au fil de l'eau. Et pour autant, on fonctionne sous forme d'appel à projet et de campagne d'appel à projet, et notamment avec la mise en place de webinaires en direction des partenaires pour présenter du coup les campagnes d'appel à projet qui vont être spécifiques du coup au département des Yvelines et notamment qu'on va le retrouver sur le CAF.fr. Ça me permet juste de dire que d'ailleurs, mais ça peut être là pour le compte, dans les modalités, il peut y avoir des écarts. Moi, je pense toujours ce qui est très important, c'est comment on touche du coup les gestionnaires, les structures. Enfin, c'est toujours le sujet de faire connaître. On voit qu'il y a des complexités de règles de financement, donc il faut vraiment accompagner les porteurs, mais déjà faire connaître sur ces évolutions. Ouais, donc effectivement, par exemple, à la CAF du Var, mais je pense qu'on n'est pas atypique du tout. On a systématiquement aussi des temps d'un webinaire en fait début d'année de lancement pour présenter vraiment sur des domaines l'ensemble de notre stratégie, l'ensemble du coup des conditions d'éligibilité, l'ensemble des intervenants. Enfin, c'est très important en fait des acteurs, des intervenants. Et peut-être, je voudrais juste rajouter une chose, mais parce que je me dis que peut-être ça pourra être relayé. Je pense que sur les sujets d'investissement et de piège, et donc notamment d'ailleurs quand il y a y compris ces projets justement autour du développement durable, ce qui probablement, je le sais, qui remonte souvent de nos gestionnaires et donc dans notre démarche CAF&Co, et je soutiens ça d'ailleurs pour être très clair, c'est le fait d'avoir quand même quelque part un soutien plus rapide en investissement. C'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui, nos règles font que parfois, il y a une libération de fonds quand même important qui doit être fait par le gestionnaire lui-même en fait, et de faire en sorte que du coup cette libération des fonds d'investissement vienne plus tôt. Voilà, hier, il y a un gestionnaire qui me disait ça. Il me disait, est-ce que vous pouvez pas faire un peu des acomptes en investissement? Voilà, donc c'est des choses d'ailleurs moi que je me suis permis de signaler à la Caisse nationale, mais ça fait partie aussi des sujets. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien que ça, c'est un enjeu. Il faut avoir une solidité quand même financière aussi pour pouvoir du coup, lorsque vous avez ce type de projet, les mettre en œuvre. C'est pas toujours très simple. Voilà. Donc anticipation un peu plus importante probablement de ces projets et de ce soutien à ces projets. Après, juste pour compléter les propos, même si effectivement nous avons des webinaires qui fonctionnent très bien avec les partenaires et des campagnes d'appel à projet, ne pas hésiter, surtout, je le redis, à prendre contact avec le chargé conseil développement, même si du coup
vous n'êtes qu'au premier stade de la réflexion du projet, mais au moins d'avoir du coup toutes les informations nécessaires pour pouvoir accomplir ce projet et aussi savoir bien s'entourer du réseau et des partenaires qui peuvent vous aider au-delà de la CAF pour ce projet. Donc voilà, au-delà des campagnes, du dépôt pardon, du dossier lors de l'instruction, c'est vraiment du coup d'y réfléchir et de le partager. Mais je le redis, la Convention territoriale globale est une démarche qui nous permet aussi, côté CAF, d'avoir toute cette information du territoire et des projets émergents avec des partenaires lors des comités de pilotage. Merci. Alors, oui, il y a une question là. Le financement est évidemment au centre de nos projets actuels. Gestionnaire de crèches, de centres sociaux, nous avons une volonté de développement durable, mise en place de couches lavables, vaisselle inox, etc., avec l'aide de la CAF. Nous avons dû changer de prestataire de repas 100% bio vers des repas pris en charge par la cuisine centrale municipale pour faire face aux déficits du centre social. Comment, malgré tout, continuer d'autres projets de développement durable, végétalisation des cours, par exemple? En gros, ils ont le sentiment qu'ils ont été déjà aidés et ils se demandent s'ils peuvent l'être encore. Bon, Non, mais moi, je lis la question comme, en voilà. fait, comme une forme de parfois, c'est vrai, on le sait, hein, enfin, comment dire? De conflit, involontaire entre, du coup, là, l'écologique, en fait et l'économique. Enfin, c'est-à-dire Oui, qu'en fait, aujourd'hui, il y a un sujet particulier sur les centres sociaux, hein, on le sait, une fragilité du modèle économique en fonctionnement, global, hein, qui a été d'ailleurs, encore, porté, très très récemment et donc je le lis comme ça en disant: «On a une fragilité dans le modèle économique» et du coup, ben, on était engagé mais finalement aller sur ça, ça a aussi un coût. Enfin, je reformule, hein, et donc oui, on a oui, dû un vous peu avez renoncer raison. parce que du coup, le coût en fonctionnement était trop élevé, qu'on ne pouvait pas le supporter, qu'il voilà, il portait trop sur nos propres fonds alors qu'on était en difficulté. Et c'est vrai que c'est cette, justement tout l'enjeu en fait du soutien financier qu'on doit apporter, mais j'insiste bien, on n'est pas seul, il y a du cofinancement, c'est d'éviter ce conflit quelque part entre guillemets, hein, entre l'écologique et l'économique, hein. Je ne sais pas comment dire ça, hein, mais c'est pas nouveau. Dans tous les débats aujourd'hui sur la transition écologique, on a la question du financement de cette transition et donc du coup, comment trouver les leviers, les ressources pour financer cette transition qui a aussi un coût, ça c'est certain, mais en même temps qui a beaucoup d'opportunités, qui est un investissement absolument nécessaire, on l'a vu. Donc là, je ne sais pas répondre à la question. Je pense que typiquement, il faut le porter. Et on parlait beaucoup des partenaires. C'est là que ça se joue, en fait. On est d'autant plus fort qu'il n'y a pas juste la CAF, éventuellement. Enfin voilà, que quand on finance jusqu'à 80%, certes, mais plus on est de partenaires à pouvoir intervenir, mieux c'est. Clairement, plus on pourra du coup mutualiser, plus on pourra renforcer le soutien qu'on apporte, c'est certain. Enfin, moi, c'est un peu ça la réponse. Je ne sais pas la situation en particulier, mais je me dirais que dans nos CTG, justement, on travaille ça en disant, avec la commune, c'est quoi l'ambition, comment on peut accompagner cette ambition, est-ce qu'on peut aller plus loin. Et il y a d'autres partenaires, hein, bien sûr, qu'une commune, qu'une CAF. Il y a les conseils départementaux qui peuvent avoir aussi des politiques un peu spécifiques autour de la qualité, etc. etc. Voilà. Alors, je ne sais pas d'ailleurs à ce propos, puisque là, il est question du coût, en fait, de la transition écologique. Je ne sais pas si c'est clair, si elle est encore avec nous, ou si c'est Julie qui pourra répondre, mais outre le financement CAF, il y a d'autres leviers quand même aussi, je pense, et je pense que la Belgie est au courant de tout ça, non? Claire, non? Oui, Et oui, voilà. tout à fait. Si. Si, bien sûr. Oui, oui, il y a d'autres. Tout à l'heure, Julie en parlait. Il y a les OPCO hein, qui peuvent Voilà, c'est financer ça. Je tout ce pensais. qui est formation professionnelle. Et à ce moment-là, la CAF peut venir compléter sur tout ce qui est ingénierie et ou investissement. Donc, oui, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de nos équipes qui aident chacun, qui ont la connaissance du mode d'action, d'intervention d'un OPCO sur telle région, de CAF sur telle autre. Voilà, donc l'ADEME peut aussi soutenir, enfin, il y a des soutiens à l'investissement, à la transition écologique des bâtiments aussi qui peuvent venir compléter. Les banques peuvent faire des pré-relais aussi quand vous le disiez, il faut faire l'investissement pour le gestionnaire, mais il y a de plus en plus de banques aujourd'hui qui viennent supporter ce type d'investissement en attendant d'avoir les aides de l'État par ailleurs. Donc, on est quand même, voilà, les aides sont multiples. Julie, si tu as d'autres idées de pistes de cofinancement. Oui, tu as cité les principales. Après, il y a les fonds verts aussi.
qui sont des fonds nationaux de l'État, voilà, qui peuvent être mobilisés au niveau d'une collectivité. Et en lien avec les OPCO et l'État, l'an dernier, il y a un fonds national de l'emploi qui avait été mis en place par l'État et qui pouvait aider à financer des formations liées à la transition écologique. Peut-être qu'il sera remis en place à la fin de l'année 2024, mais voilà, il peut aider les structures et les redistribuer par les OPCO. Bon, il y a beaucoup de questions qui concernent la Belgique, donc je remercie Alison qui répond en direct et je pense que qu'effectivement vous aurez beaucoup de questions et que les équipes de la Belgique seront un plaisir de vous répondre. On va arriver au bout de notre webinaire s'il n'y a pas d'autres questions. Alors si j'en vois une dernière, est-ce qu'il y a des aides à l'échelle À l'échelle européenne. Ouais, alors ça, je sais pas. Alors oui, elles sont compliquées à mobiliser. C'est très intéressant, mais ça peut être plus lourd à mobiliser à l'échelle européenne. Et sont privilégiés les projets multi-pays, donc c'est un peu moins le cas, sauf si vous êtes un gestionnaire international. Voilà. Je vous remercie tous et notamment nos trois CAF. Merci d'avoir pris du temps de répondre aux questions. Donc merci à Julien Orlandini, à Mathilde Salard et à ouh là là, j'ai perdu son nom. À Blandine Rémy, pardon. Avec plaisir. Et un grand merci à Julie qui a été d'une pédagogie remarquable. Puisque la petite enfance et l'écologie vous intéressent, je voulais juste vous signaler que nous organisons la belle vie et les pros de la petite enfance, puisque je ne m'étais pas présentée, mais je suis la directrice fondatrice des pros de la petite enfance, du site internet d'information des pros de la petite enfance. Nous organisons des rencontres écologie et petite enfance. Ce sont des rencontres régionales. Les premières ont eu lieu à Versailles pour toute la partie Île-de-France début février. Les prochaines ont lieu à Lyon, pardon, le 11 juin prochain pour toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y aura des tables rondes autour de la gestion des déchets, de la reconnexion à la nature, autour de l'alimentation bio et des circuits courts. Et il y aura une conversation avec la CAF de l'Ain et la CAF du Rhône qui nous diront aussi comment eux soutiennent tous les projets éco-responsables. Alors, si vous êtes dans la région Rhône-Alpes, Auvergne, vous êtes invités, c'est sur inscription, mais c'est gratuit. Alors, je ne sais pas ça, moi. Alors, il paraît qu'il faut que je fasse une autre annonce, mais je ne sais pas laquelle. Ah voilà. Il y aura des webinaires organisés par la Belle Vie. Écoutez, je vous laisse lire. Là encore, c'est gratuit, mais c'est en nombre limité. Donc, n'hésitez pas à vous connecter du coup donc le mercredi 12 juin prochain à un webinaire pour en savoir plus et notamment pour qu'on puisse répondre à vos questions sur la démarche La Belle Vie. Et plus généralement, vous pouvez donc nous contacter à l'adresse contact@label-du6vie.org et nos équipes pourront voilà, répondre à toutes vos questions. Et on vous remercie pour votre participation. Bonne journée à tous. Au revoir, merci beaucoup.